Alors bonsoir, mon nom est Bernard Olifirenko. J'exerce la profession de biologue maintenant depuis 36 ans. Donc j'ai commencé en 84. En 2012, j'ai créé la Confédération nationale de géobiologie. Et puis en 2016, j'ai publié un livre qui traite de l'histoire et fondements de la géobiologie. Alors, ce n'est pas un livre de recettes comme on peut trouver d'habitude concernant la géobiologie. C'est un livre qui reprend les fondements historiques depuis les origines, je dirais, où l'humain a apporté un intérêt particulier à l'endroit où il pouvait loger et se poser pour se reposer. Et le sujet remonte jusqu'à peu près jusqu'en l'an 2000. Je ne suis pas allé au-delà de l'an 2000, je suis resté à cette date-là. Et ça arrive jusqu'au niveau de l'OMS, lorsque l'OMS a élaboré le concept des bâtiments malsains. Alors, ce soir, nous allons parler des apports de la géobiologie et l'architecture, étant entendu que le géobiologue a une approche un peu particulière dans le sens où il met le vivant, et plus particulièrement l'humain, au centre de son action, au centre de sa démarche, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour nous, géobiologues, l'humain doit primer avant tout si on veut obtenir des lieux de vie acceptables où l'humain peut se développer normalement et ne pas tomber malade. Alors, là, je vais vous donner la définition de la géobiologie. Alors, la CNG, en 2017, a considéré que la géobiologie était l'hygiène de l'environnement. Alors, pourquoi hygiène de l'environnement? Tout simplement parce que nous avons repris un titre qui a été donné par l'OMS. Dans les années 90, l'OMS a publié une série de documents qui étaient intitulés hygiène de l'environnement. Et puis, le fait de prendre hygiène de l'environnement, on n'est ni dans le domaine de l'architecture, on n'est ni dans le domaine médical, on est entre les deux, ce qui nous permet de naviguer confortablement, sans, je dirais, comment on peut dire ça, sans empiéter sur la profession d'architecte ou la profession de médecin. Alors là, maintenant, on va regarder la définition de l'hygiène du milieu telle que l'OMS l'a donnée. Alors, l'hygiène du milieu vise à prévenir les maladies d'origine environnementale et à créer un environnement favorable à la santé. Alors, cette définition exclut les comportements qui ne sont pas en rapport avec l'environnement, c'est-à-dire le comportement lié au milieu social, culturel et les facteurs génétiques. Mais pour nous, on tient compte des phénomènes épigénétiques, c'est-à-dire dans un lieu, il peut y avoir, par exemple, un courant d'eau souterrain ou une faille géologique qui peut être la source d'un phénomène épigénétique. On n'abordera pas le sujet ce soir, mais si vous venez en formation, on pourra développer ce sujet plus profondément. Alors après, qu'est-ce que la santé pour l'OMS? Alors, la santé, l'OMS en 1946 a défini la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne constitue pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition est très, très intéressante parce que, d'un point de vue général, la notion de santé n'est plus réservée au monde médical. C'est-à-dire qu'un architecte peut s'intéresser à la santé comme un géobiologue ou d'autres personnes, comme un ingénieur ou autre. Il n'y a plus un précaré qui est réservé à une profession plutôt qu'à une autre. Et il faut souligner que depuis 1946, cette définition n'a jamais été modifiée. Elle est toujours actuellement en vigueur. Après, en 1994, le Bureau européen de l'OMS définit la santé environnementale comme ceci. La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux, esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et la pratique de gestion, des résorptions, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Vous voyez que cette définition, encore une fois de plus, l'OMS tend à élargir au maximum les acteurs qui vont intervenir auprès des personnes qui ont un ressenti négatif par rapport à l'environnement ou leur milieu de vie. Et pour finir, dans les définitions,
Voilà la définition du géobiologue. Le géobiologue détermine les caractéristiques du lieu, les facteurs ayant une influence sur le bien-être et la santé, formule des recommandations et met en œuvre, si nécessaire, ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité, des moyens pour préserver ou améliorer le bien-être des occupants. C'est-à-dire que le géobiologue a à sa disposition plusieurs dispositifs qui vont permettre de remédier aux problématiques rencontrées sur le lieu. Alors pour cela, il utilise des outils que sont l'enquête, l'observation, l'entretien, la détection, la mesure. Alors l'enquête, c'est ce que fait pas mal de personnes. On va sur le lieu, on dit qu'on rencontre des personnes, on pose des questions. L'observation, vous connaissez aussi, on observe le site, le cadre, le contexte, etc. L'entretien, on s'entretient avec le client, on pose soit des questions fermées, soit des questions ouvertes, on essaie de, si vous voulez, un petit peu de profiler son souhait. La détection, elle peut être pratiquée soit avec des appareils technologiques, électroniques, soit la détection, elle peut être pratiquée ce qu'on appelle en biosensible, c'est-à-dire avec soit des baguettes parallèles, un pendule, un antenne léchère, ou voire pour certaines, tout simplement, les détections corporelles avec la main ou le ressenti corporel. Et la mesure, quand on parle de mesure, là, nous avons un appareil de mesure, la plupart du temps qui est étalonné, mais du moins qui donne une valeur, que la détection ne donne pas de valeur. Il y a juste, pour l'appareil, il va y avoir un bip qui va se déclencher pour dire qu'on dépasse un seuil, qu'on est au-delà d'une valeur guide, mais sans avoir une valeur correspondante. En revanche, la mesure, elle, va nous donner une valeur plus ou moins précise en fonction de la qualité de l'appareil, des conditions de mise en œuvre de la mesure. Normalement, en géobiologie, on essaie quand même de respecter les protocoles qui sont utilisés par les laboratoires, même si nous ne sommes pas des laboratoires de mesure. Alors, concernant le terrain, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est plutôt cette partie qui sera développée lors du module de 2 jours qui sera accessible à partir d'octobre et novembre. Ça va être le terrain, sa nature et qualité de la parcelle. Alors la parcelle, c'est le terrain sur lequel va être édifiée la construction, que ce soit un bâtiment domestique, soit industriel, ou pourquoi pas la parcelle sur laquelle va être édifiée, soit ça peut être un parc ou un jardin ou autre. Alors, dans notre approche, on considère que la parcelle de terrain, elle n'est pas isolée d'un contexte. C'est-à-dire que la parcelle, on ne peut pas entrer sur un terrain, faire des mesures qualitatives de la parcelle si on isole la parcelle de son environnement. Parce que le milieu est une variable qu'on ne peut pas ignorer, parce que du milieu, de l'environnement, on peut avoir des bruits, on peut avoir des odeurs, on peut avoir de la pollution, etc., qui peuvent venir impacter la parcelle. Alors, dans notre approche également, la parcelle de terrain, on ne la considère pas comme un espace universel. Aujourd'hui, on a tendance à considérer qu'un terrain situé à tel endroit vaut un terrain situé à un autre endroit. Pour nous, non, il y a une différence. Le terrain A n'a aucune, je dirais, n'a aucune chance d'être similaire au terrain B. C'est quasiment, ça peut arriver, mais on peut considérer que c'est quasiment impossible. Même un terrain contigu, il est très rare d'avoir dans un lotissement, d'avoir des parcelles de terrain totalement identiques. Il y a tellement de variables dans le sous-sol qu'il est quasiment impossible d'avoir les mêmes configurations. Donc on passe, nous, de l'espace universel à la singularité du lieu, c'est-à-dire reconnaître le lieu, voir ce qu'il est capable de nous offrir et à partir de là, voir ce qu'on peut y faire au-dessus. Cette démarche est assez innovatrice parce que jusqu'à présent, pas mal de personnes arrivaient sur un lieu avec un projet déjà prédéfini, déjà les plans sont faits, tout est structuré, tous les réseaux sont définis et si vous voulez, cette façon de procéder impose au lieu quelque chose de prédéfini. Il n'est pas dit que le lieu soit capable d'accepter un tel projet pour diverses raisons. On va le voir, on va rentrer en détail plus tard là-dessus. Alors, dans le sous-sol, il peut y avoir ce qu'on appelle des discontinuités. Ces discontinuités, elles peuvent être d'origine naturelle ou artificielle. Lorsqu'un sous-sol n'a pas de discontinuité, il est qualifié d'homogène. Sa structure est homogène, tant horizontale que verticale.
C'est-à-dire qu'un sujet qui va vivre à la verticale ne sera pas soumis à des variables qui vont obliger son organisme à s'adapter aux conditions de vie. Alors, quelles sont ces variables? Les variables, comme je disais tout à l'heure, elles sont soit d'origine naturelle, comme une nappe phréatique, un courant d'eau souterraine, une source, un marécage mal drainé, une faille humide ou une faille sèche, une grotte, une caverne, un aven, une cavité, un minerai radioactif, un filament métallifère, etc., etc. Il y a des tas d'éléments qui sont dans le sous-sol, qui ne sont pas directement perceptibles par les sens communs, c'est-à-dire la vue, l'ouïe ou l'odorat. Et pourtant, ces éléments, bien qu'ils ne soient pas directement perceptibles, existent bien sur le lieu. Et ces éléments vont influencer considérablement l'humain et sa santé et son bien-être. Alors, d'origine artificielle, ça va être les galeries souterraines creusées par les humains, les souterrains, les mines, carrières, les remblais comblés, les réseaux d'égouts, les réservoirs, les citernes, les fosses, les puits fermés, les tombes, les secrets affectés, les décharges, les marnières, etc. Donc, vous voyez que, non content d'avoir déjà des éléments d'origine naturelle, l'humain, par son évolution, par son besoin, par son envie, a également créé des discontinuités de sous-sol qu'il a plus ou moins gérées. Et c'est pour ça qu'on voit encore aujourd'hui j'oublie le nom, des avennes qui se créent ou sur un terrain, des maisons s'effondrent dans des trous qui sont créés par des qualités souterraines qui n'ont pas été complètement bouchées ou pas du tout bouchées. Alors, tout ça sont des causes de discontinuité structurelle du sous-sol. Et ces phénomènes-là, avant de rentrer dans une perception biosensible, alors la perception biosensible, c'est la sensibilité humaine. La sensibilité humaine, ce sont les cinq sens communs. La biosensibilité, c'est au-delà des sens communs. C'est-à-dire l'humain va mettre en œuvre la totalité de son être pour accéder à, si vous voulez, entre guillemets, un monde invisible, un monde auquel il ne peut pas accéder naturellement par ses cinq sens. Alors, toutes ces hétérogénéités dans le sous-sol, elles vont perturber les champs énergétiques en termes de géophysique. Alors, quand j'utilise le mot énergétique, je parle de géophysique. Pour moi, dans ma façon d'aborder le monde, le mot énergétique n'a pas sa place dans la perception biosensible. On parle plutôt de dynamisme plutôt que d'énergétique. Il faut éviter la confusion entre les phénomènes physiques et les phénomènes biosensibles. Le mot dynamisme correspond tout à fait à une biosensibilité humaine et l'énergie correspond à des phénomènes physiques mesurables, quantifiables, avec des appareils de mesure, soit par des laboratoires, soit par un géologue ou d'autres personnes. Alors, quels sont les champs énergétiques au sens propre de la physique qui peuvent être détectés sur un terrain? C'est le champ magnétique terrestre, on va y revenir tout à l'heure. C'est le rayonnement neutronique sous forme de rayonnement infrarouge, ça peut être détecté avec des caméras spéciales. Le rayonnement micro-ondes entre 1 et 20 gigas, vous voyez que là on retrouve les mêmes fréquences que la téléphonie mobile, et notamment la 5G. La 5G qui est actuellement qui est en train de mettre en place une fréquence de 3,5 G. Elle est, si vous voulez, naturellement, cette fréquence elle fait déjà partie du milieu dans lequel évolue le vivant. Pas que l'humain, mais tous les animaux, etc., les plantes, les végétaux, etc. Après le rayonnement radioactif de type gamma, là on est sur un rayonnement électromagnétique, sa radioactivité, qui peut impacter considérablement la santé de l'être humain. Le gaz radioactif qui est le radon, qui est un gaz issu de rayonnement alpha, qui peut se glisser dans les maisons et causer notamment des cancers du poumon lorsque la personne est fragilisée parce qu'elle fume de façon significative. Et après, les courants électrotelluriques sont les courants qui parcourent le globe terrestre en fonction de la conductibilité du sous-sol. Et puis, il y a d'autres phénomènes, plein d'autres, en géophysique, sur lesquels le géologue ne se penche pas tout simplement parce qu'il n'a pas les outils pour les appréhender. Je
puis il les connaît très mal. Il est possible qu'il existe d'autres phénomènes géophysiques qui soient plus impactants que cela. Par exemple, les phénomènes infrasonores, dont j'oublie de signaler là. Mais là, c'est facile. Aujourd'hui, il existe appareils de mesure qui sont capables de mesurer les sons en dessous de 20 Hz, c'est-à-dire compris entre 0 et 20 Hz. Et les phénomènes infrasonores, effectivement, j'aurais pu le rajouter, peuvent être la cause de problèmes d'étourdissement et dans des cas graves de vomissement ou de maux de tête, de céphalée, etc. Vous voyez que la liste n'est pas exhaustive, c'est pour ça que j'ai marqué « et autres », parce qu'on n'a pas la prétention de pouvoir tout aborder aujourd'hui. C'est une profession qui est en devenir, elle se construit maintenant depuis plus de 40 ans en France, et elle est en cours d'évolution. Alors après, nous avons, j'ai laissé énergétique, je ne me suis pas rendu compte, mais c'est dynamique, les champs dynamiques détectables par la biosphère. Ah non, je suis désolé, je dis une erreur, c'est qu'on est toujours dans les phénomènes physiques, mais on est dans les champs électronosphériques et l'illumination de l'air. Les champs électronosphériques, ce sont l'électricité qu'il y a dans l'air. On appelle cette électricité est ressentie lorsque un orage va arriver. On dit l'air est électrique. C'est parce que la DDP, la différence de potentiel sur un mètre, elle passe allègrement de 80 volts par mètre, elle peut monter à 1000, voire 2000 volts par mètre, ce qui n'est pas, je dirais, tout le temps supportable par des personnes qualifiées de météosensibles. Et après, l'ionisation de l'air. Alors, l'ionisation de l'air, c'est la même ionisation lorsqu'on parle de ions négatifs et de ions positifs. On ne va pas en parler ce soir, mais schématiquement, le ion positif n'est pas favorable à la vie et le ion négatif, lui, est favorable au vivant. Après, c'est pareil, il y a toujours dans la biosphère d'autres phénomènes physiques qui existent. Alors, l'ITC radioactivité, vous voyez, en tant que la géobiologie, elle propose, elle, de mesurer le radon, qui représente 37% de la radioactivité totale, et les matériaux terrestres, qui représentent 12%. À eux deux, ils représentent presque plus de 52%, ce qui est considérable lorsqu'on connaît les dégâts que peuvent provoquer le gaz radon par l'inhalation ou la radioactivité, lorsque la radioactivité du sous-sol, au-delà de certaines valeurs, peuvent venir créer des anomalies d'ADN dans des organes lorsqu'un sujet reste allongé dans son lit pendant des heures toutes les nuits, sur des semaines, des mois et voire des années dans une même maison. Et là, il y a nécessairement un impact majeur sur un organe avec une dégénérescence cellulaire et voire l'apparition de cancer. Je ne dis pas que tous les cancers viennent de là, je dis que le lieu de vie peut être un cofacteur de l'apparition d'un cancer sur un organe bien précis, parce que le rayonnement gamma, qui est issu des matériaux terrestres, sous forme de faisceaux très, très limités dans l'espace. Ça peut être un faisceau de quelques centimètres de diamètre, comme beaucoup plus large. Et le radon, lui, qui est issu donc du rayonnement alpha, est inhalé, c'est pareil, dans des maisons. Lorsque les maisons sont mal conçues, mal ventilées, etc., mal imperméabilisées par rapport au sous-sol, lorsque le sous-sol est à risque avec un rayonnement, avec de l'uranium et du radium, et puis avoir donc la propagation de ce gaz dans les habitations. Et là, pour l'instant, les chercheurs considéraient, jusqu'à présent, la science a considéré que ça n'impactait que les poumons, et aujourd'hui, certains chercheurs remettent en cause seulement les poumons. Pour eux, il peut y avoir d'autres pathologies, comme les leucémies, qui peuvent être liées au radon. Alors, on va parler des champs magnétiques terrestres. C'est au même titre que le rayonnement radioactif de gamma, le champ magnétique terrestre a un impact considérable sur le vivant. Là, je vous ai mis un profil d'un champ magnétique terrestre
homogène. Lorsqu'on a ce type de profil sous une habitation avant construction, parce qu'on peut faire ce type de recherche avant construction, avec implantation pour définir la zone de vie, on peut faire la même chose sous un lit d'une personne si elle veut avoir une action préventive ou si elle veut avoir une action curative, si elle veut savoir si son état de santé s'est dégradé à cause d'une génétique terrestre, on peut faire comme ça un scanner, c'est un scanner en 3D. Les appareils de mesure existent, on les utilise sans aucun problème. En continuant, alors j'arrive sur un sujet, là, dans cet exposé, j'ai parlé que de deux sujets physiques, les plus connus, les plus faciles à détecter par un jeu biologue, parce qu'en principe, la plupart des jeux biologues doivent être équipés de ces appareils, un compteur Geiger, un compteur à radon, dont je n'ai pas développé, mais un compteur à radon également, et un géomagnétomètre. Avec ces trois appareils, on peut considérer qu'aujourd'hui, on a un profil assez précis des principaux phénomènes pouvant impacter la santé humaine ou animale ou végétale. Parce qu'il ne faut pas oublier que le jeu biologue peut également intervenir dans les milieux agricoles, les élevages, etc. Alors, là, j'aborde un sujet qui n'est reconnu quasiment que par la géobiologie, difficilement reconnu par le monde scientifique, mais ça n'empêche que le monde de la géobiologie, quelles que soient les approches géobiologiques, tous les géobiologues sont d'accord que à la surface du sol émerge un réseau qualifié de géodynamique. Alors, je n'utilise pas le mot réseau tellurique parce que si on le constate à niveau de la surface du sol, rien ne dit que sa source soit exclusivement tellurique. Il peut y avoir une origine cosmique à certains réseaux. Alors, le premier réseau a été trouvé en 1947 par Perret, docteur Perret. C'est un réseau orienté cardinalement nord-sud-est-ouest. C'est un très grand réseau, puisque bon, ce n'est pas centimètres à gauche, c'est 7 à 8 mètres de côté. Les bandes sont grosso modo larges de 20 à 30 cm. Alors, ça, le 7 à 8 mètres, c'est ce qu'a donné Perret lorsqu'il a publié ses travaux. Après, en 1951, ces sujets-là seront développés dans le module. Le réseau Hartmann apparaît 4 ans après, c'est un chercheur allemand dont le premier réseau est trouvé par un chercheur français, le second, le réseau Hartmann, qu'on appelle couramment le réseau H, a été trouvé en 1951 et Hartmann reconnaît avoir eu connaissance du réseau Perret avant de faire ses études. Alors lui, il trouve un réseau beaucoup plus petit de 2 mètres par 2,50 mètres, toujours pareil, orienté cardinalement nord-sud, est-ouest. Et si vous voulez, les deux se reconnaissent. Perret reconnaît le réseau de Hartmann et Hartmann reconnaît le réseau de Perret. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ça sera développé plus longuement dans le module. Après, vous avez le troisième réseau, le réseau Curie, qui lui, c'est un réseau, on va dire, sur pointe. Il est orienté à 45 degrés. Les bandes, vous voyez, sont autant le réseau Perret, on le voit, c'est fixe, c'est 2 mètres, 2,50 mètres, mais encore une fois, 2 mètres, 2,50 mètres, c'est une dimension théorique, et on verra pourquoi cette dimension est théorique. On peut trouver des dimensions complètement 4 fois plus petites ou sans aucun problème. Le réseau Curie, lui, 3 à 16 mètres de côté, c'est-à-dire que là, il y a moins de précision et en fonction des géobiologues, il y a des discussions sur la réalité des dimensions du réseau Perret, mais on est quand même d'accord sur l'existence de ce réseau. Après, ces 3 réseaux, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 réseaux sont soumis à des modifications en fonction justement des phénomènes qui se trouvent dans le sous-sol qu'on a vus précédemment. Alors, après, on va aborder nature et qualité des constructions. Une fois que la géobiologie a étudié un lieu, ce soir, l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu jusqu'où peut aller la géobiologie. On ne se contente pas du terrain, on peut également apporter des éléments à l'architecte lorsqu'il élabore un projet. Alors, j'ai écrit dessous, il est entendu que tous ces éléments sont déjà pratiquement tous traités
par l'architecte, on en a conscience que l'architecte a une zone d'implantation, orientation, dimension, proportion, etc. Ça, on le sait. On ne compte pas, je dirais, ce suppléer l'architecte. En revanche, comme le géobiologue a une approche différente que c'est l'architecte, on peut souvent apporter des éléments complémentaires qui vont soit renforcer les choix d'architecte, soit compléter son savoir-faire et ses connaissances, soit peut-être lui apporter des informations lui permettant de dire j'ai peut-être pas fait le meilleur choix possible quant à la santé des occupants. C'est là où nous, on intervient plus particulièrement. Alors, le choix du terrain à construire, on l'a vu. La zone d'implantation, ben, tout bêtement, c'est la zone où il y aura le moins possible de perturbations géologiques, c'est-à-dire moins possible de zones géopathogènes qui sont faites par les discontinuités du sous-sol. Après l'orientation du bâtiment, nous, on a des façons de procéder pour orienter le bâtiment afin que le bâtiment rentre en cohérence avec le lieu. On a des méthodes pour faire ça. La dimension du bâtiment, c'est pareil. On a des méthodes pour définir les dimensions du bâtiment qui ne sont pas des méthodes issues du système métrique, qui ont d'autres origines, mais qui permettent encore une fois d'avoir des dimensions intéressantes pour le respect du lieu. Parce que nous, lorsqu'on implante un bâtiment, en fait, on considère qu'on inscrit le bâtiment dans une histoire. Et pour inscrire le bâtiment dans une histoire, il faut qu'on respecte au maximum cette histoire. Et on considère que l'orientation, la dimension, les proportions, les unités de mesure, les matériaux, etc., sont des éléments qui vont préserver cette inscription, qui vont lui donner du sens et de la valeur. Alors, les proportions, tout le monde a entendu ce qu'on appelle couramment le nombre d'or, que nous on préfère appeler la divine proportion parce que c'est le nom que lui avait donné son auteur, la divine proportion, le nombre d'or, voilà, on n'est pas trop sur cette appellation. En revanche, on en tient compte, étant entendu que dans notre façon de voir le monde, encore une fois, on a d'autres rapports que la divine proportion pour élaborer un bâtiment. On peut avoir le 3, 4, 5, on peut avoir le nombre de psi, on peut avoir d'autres dimensions, les racines carrées, toutes les signes racinaires, racines carrées de 5, de 3, etc., qu'on utilise également pour définir des proportions de bâtiments. Et les unités de mesure, je dis tout à l'heure, ces unités qui sortent du système métrique, ça peut être tous les principes des coudées que l'on peut utiliser. Et à la fin, on convertit ça en un système métrique. Mais l'approche peut se faire en coudée, par exemple. Alors, les matériaux de construction, ça, vous les connaissez. Il n'y a aucun souci là-dessus. La qualité de l'air intérieur, vous connaissez, mais on peut également apporter des éléments de réflexion dessus. La qualité d'éclairage, vous connaissez aussi, mais également, on peut discuter là-dessus. Et la qualité d'électromagnétique, là, si vous voulez, on a des appareils de mesure qui permettent, même pour la qualité de l'air intérieur avec l'éclairage, des appareils de mesure qui permettent d'évaluer tous ces phénomènes-là. Et l'échelle électromagnétique, l'intérêt d'avoir une approche géobiologique, c'est qu'on peut concevoir des installations de câblage électrique dans une maison en tenant compte de certains paramètres qui vont réduire considérablement la pollution du milieu des occupants. Les constructions, les constructions, je vous ai mis plusieurs types de logements, l'individuel, le collectif, et nous avons une approche tout à fait différente si l'on doit traiter une maison individuelle ou construire un pavillon individuel, et si on doit intervenir pour un architecte urbaniste, un architecte promoteur qui veut faire des bâtiments collectifs. On n'utilise pas tout à fait on utilise les mêmes outils, mais on n'applique pas les mêmes raisonnements, les mêmes méthodes. Et après, je vous ai mis en haut les immeubles, les gratte-ciel, qui pour nous méritent une attention particulière, pour laquelle le géobiologue doit apprendre à rechercher les nouveaux éléments qui peuvent perturber la vie et le bien-être des occupants. Alors, les locaux professionnels, on intervient également, on aide pour les
la réalisation de bureaux, de magasins, d'entrepôts et d'industries. Euh, tout simplement pour les orientations et puis aussi, par exemple, si on prend le cas du rangement, le hangar qui est en bas, imaginez que l'on ait une faille qui coupe perpendiculairement l'allée dans laquelle la personne, l'opérateur, utilise le Fenwick pour aller charger ou décharger les racks. S'il passe son temps à passer à la verticale d'une faille, je vous garantis qu'à la fin de journée, l'opérateur il va être considérablement fatigué. Donc, dans ce cas-là, on essaie d'imaginer des allées qui soient parallèles à la faille et non pas perpendiculaires chaque fois que cela est possible. Voilà, toutes ces discontinuités qu'on a vues tout à l'heure, lorsqu'on les a localisées sur le terrain, après on regarde comment on peut implanter un bâtiment par rapport à ces discontinuités, de telle façon que l'utilisateur du bâtiment ne sera pas en permanence obligé de compenser des anomalies du sous-sol. Ça, et les anomalies, il va les compenser par ce qu'on appelle le système homéostasique, c'est-à-dire que le corps d'un être humain ou d'un animal va mettre en place des phénomènes de compensation pour réguler les variables du milieu extérieur. Mais ça, on le verra encore une fois lors du module. Voilà les troisième possibilité de construction, ce sont les éoliennes et puis la téléphonie mobile. Alors il faut savoir que des géobiologues interviennent déjà pour des opérateurs de champs d'éoliennes pour implanter les éoliennes au bon endroit afin d'éviter les risques liés aux éoliennes et les désagréments liés aux éoliennes, notamment les problèmes infrasoniques. Les pylônes de téléphonie mobile, c'est pareil, ça peut arriver qu'un opérateur tienne compte, surtout par le biais d'associations, tienne compte de l'avis d'un géologue pour implanter son pylône. Alors, nature et qualité des aménagements. Alors, dans l'urbanisme, le géologue peut aider l'architecte urbaniste à concevoir des nouveaux quartiers qui vont rester, comment je pourrais dire ça, reliés au quartier originel, c'est-à-dire au centre historique. Tout le monde a entendu parler des problèmes des banlieues, etc., parce que, en fait, ces banlieues, souvent, ont été posées, je dirais, un peu au hasard, et personne ne s'est intéressé à savoir si la banlieue avait un lien avec le centre historique de la ville dans laquelle elle a été implantée. Et tout le monde sait aujourd'hui que je dirais, l'état d'esprit, la mentalité d'une personne qui habite en banlieue n'est pas le même état d'esprit qu'une personne qui habite en centre-ville. Ce n'est pas lié à la communauté qui habite là, c'est tout simplement lié au fait qu'un individu va se comporter en fonction du contexte dans lequel on le met. Ça a été démontré dans nombreuses études par des sociologues. On sait que le contexte, les conditions de vie vont influencer, je dirais, une attitude, et des attitudes vont générer un comportement, et donc un état d'esprit à terme. Donc nous, on peut vous aider, si vous voulez, à traiter ce type de création de quartier, soit de réhabilitation. On a les outils pour ça, on sait faire. On utilise les tracés régulateurs pour vous donner un peu d'indication. Et tout ce qui est tram, etc., grille, on utilise tout ça. Après les espaces verts, alors là, c'est souvent qu'on nous demande d'intervenir pour créer des espaces verts, des jardins, des parcs, pour créer une zone de repos. Vous comprenez bien qu'on ne va pas mettre un banc sous une faille, parce que la personne qui vient pour se reposer, pour méditer, c'est la verticale d'une faille, elle aura un peu de mal à se concentrer ou à méditer. En revanche, on va chercher une zone paisible où elle pourra considérablement se reposer. Et en revanche, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est un jeu d'enfants où les parents amènent leurs enfants pour se dépenser, pour vider leur énergie. On va plutôt mettre ces zones de jeu sur des zones très dynamiques pour susciter, pour stimuler une activité, une ultra-activité de l'enfant pour que lorsqu'il est fini de jouer et que les parents le ramènent dans un logement souvent exigu, l'enfant ait vidé toute son énergie et les parents puissent avoir un peu de tranquillité. Là, le mobilier urbain,
On peut nous demander d'intervenir pour des choix. Ça m'est arrivé de faire des interventions pour des sculptures. L'architecte ou un urbaniste a répondu à un appel d'offres pour traiter une place, pour traiter un rond-point. Et là, on peut, pareil, on peut aider l'architecte par la géobiologie à différents niveaux pour avoir une réussite la plus complète possible dans ce type de réalisation. Et en agriculture, le milieu agricole, comme je disais tout à l'heure, la géobiologie peut intervenir dans des élevages où on peut avoir des problèmes de perte de production. Vous pouvez, en tant qu'architecte, concevoir un hangar de une étable, un rat ou tout ce que vous voulez. Il peut y avoir, par exemple, ça m'est arrivé à intervenir dans des locaux, des élevages de cochons ou de poulets, où il y avait du cannibalisme. Les cochons, simplement, se mangent les jambons, les poulets se crèvent les yeux, etc. Et on arrive à traiter ça par le biais de la géobiologie. Pour tout ce qui est agriculture ou le domaine viticole, on peut implanter des pierres, ce qu'on appelle les pierres relevées, ce que les anciens appelaient des menhirs. Donc, on a la connaissance pour faire ce type d'intervention. Et c'est beaucoup utilisé par les vignerons qui utilisent soit la biodynamie, mais avant la biodynamie, allez, l'écossaire, l'attestation délivrée par écossaire qui m'échappe. Des productions biologiques, on va chercher le mot. Mais les plus qui utilisent ça, ce sont les biodynamismes, parce ils vont utiliser, ils ont un respect de la mécanique céleste, et c'est fréquent qu'un géobiologue intervienne pour traiter ce genre de choses. Alors, le terrain, alors, nature et qualité du contexte environnemental. Le terrain ne peut pas être isolé de son milieu, ça je l'ai déjà dit. Il doit à tout prix s'inscrire dans l'histoire contextuelle du lieu. Sinon, si on ne tient pas compte de l'histoire contextuelle du lieu, on peut avoir un lieu qui fonctionne, ça peut fonctionner, mais il y a souvent des problématiques qui finissent à émerger au fil du temps. Ce n'est pas toujours immédiat. En principe, un problème de santé, soit mentale, soit santé physique, peut apparaître entre 6 mois et 10 ans. Ça dépend du contexte. Quand c'est lié au lieu, contexte environnemental, donc on va tenir compte du climat parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui supportent certains climats et pas d'autres. L'ensoleillement, on en tient compte. Alors l'ensoleillement, je sais que des fois, ça va un peu à l'encontre des bâtiments climatiques où on doit avoir une exposition plein sud pour mettre des panneaux solaires. Après, c'est un choix. Est-ce qu'on privilégie les panneaux solaires ou est-ce qu'on privilégie la santé de l'humain qui vit à l'intérieur? La rose des vents, c'est pareil. La pression éolienne est très importante. La géographie et la topographie sont également très importantes. On ne peut pas implanter un bâtiment sur une plage au bord de l'océan Atlantique comme un bâtiment dans les terrains vallonnés de l'Aveyron. C'est impossible d'implanter le même bâtiment. D'abord, ça ne peut pas être le même bâtiment déjà, d'une part. Et d'autre part, il y a nécessairement, on va dire, un respect, je ne vais pas dire des contraintes, je vais dire un respect du lieu pour qu'il y ait une inscription parfaite dans le lieu. Le contexte environnemental, après également on tient compte de la proximité, c'est-à-dire des industries avec des rejets polluants. Ça peut être un canal polluant, ça peut être une usine de pâte à papier pour les odeurs, ça peut être UIOM, c'est usine d'incinération d'ordures ménagères, on en tient compte, ça peut être un crématorium. Vous savez qu'il y a de plus en plus de crématoriums. Le problème, c'est qu'à la sortie d'une cheminée de crématorium, les fumées sédimentent dans un rayon de 3 à 5 km. On dit qu'il y a des filtres, je veux bien, mais au fil du temps, ce n'est pas sûr que les filtres aient la capacité de tout filtrer, surtout quand on sait tous les produits aujourd'hui qu'on injecte dans un organisme humain. L'environnement sonore, là j'ai pris les principaux, ça peut être un couloir aérien, ça peut être une zone de spectacle, etc. Le contexte environnemental, là on a un enrichissement du site, d'ailleurs on peut enrichir le site avec la proximité d'espaces verts. On sait, c'est pareil,
les sociologues et d'autres professions même les psychologues ont fait des études sur l'importance d'avoir des espaces verts, soit à proximité du lieu, soit lors de la création du lieu, notamment des quartiers. C'est l'un de même pour les zones humides, une zone humide est très enrichissante. La zone humide, on parle souvent des animaux qui vivent dans la zone humide, mais il n'y a pas que les animaux. L'être humain est aussi un animal qui a besoin de zones humides, surtout quand on sait qu'on se dirige vers une hausse des températures. Donc la création des zones humides sont relativement importantes dans tous les projets qui doivent être mis en place aujourd'hui et respectés dans le cas d'intervention sur un terrain dans lequel va être édifié soit une construction, soit un quartier. Tout ça sont des éléments. Alors, je sais que, encore une fois, que vous connaissez tout ça, je sais que vous traitez tout ça, mais notre regard, des fois, il va être plus aiguisé sur certains points et ça peut vous aider à peut-être modifier légèrement vos décisions ou les adapter pour avoir, encore une fois, un projet optimum. Voilà, je ne pense pas avoir été trop long. Je suppose qu'il y a des questions. Et après, pour les questions, il n'y a pas de temps. Est-ce que la durée a été? Je sais pas, j'ai pas eu tout d'idée. Oui, oui, oui. Écoutez, il y a pas de règles. C'est entre 45 minutes et maximum 1 heure et demie de présentation. Donc là, on est dans les 45 minutes. C'est très bien. Je vois qu'il y a Donc, on pourra plusieurs. avoir plus de temps pour les questions. Alors. Voilà, exactement. Donc, je viens d'ouvrir la boîte à questions. Ce que je vous propose, et là, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Vous pouvez aussi l'ouvrir, Bernard. Je peux l'ouvrir? Voilà, vous cliquez sur l'icône et puis vous remontez tout en haut. Et ce que je vous propose, c'est que vous traitez chacune des questions et au fur et à mesure, moi, je les élimine. Voilà. Alors, je crois que je suis sorti de Zoom. Ah, Ah non, c'est un mot, ouais, c'est un mot, excusez-moi. oui, alors vous pouvez quitter sur le vert, vous pouvez je quitter clique sur quoi? vous pouvez cliquer sur Q et R. Vous voyez? Ouais. Ça va vous Ok. ouvrir une fenêtre avec toutes les questions. Donc, une première question qui a été posée par Christiane Blin. Alors, existe-t-il un répertoire pour les qualités souterraines? Il y a un existant, mais qui n'est pas accessible par le grand public. Je pense que c'est un site payant, mais il va répertorier les anciens sites qui sont plus en activité aujourd'hui. Et il y a même ce site, dont j'ai oublié le nom, reconnaît lui-même qu'il est loin de tout répertorier. Et lorsqu'on intervient, si vous voulez, sur une zone où on sait qu'il y a une probabilité de qualité souterraine importante, la biosensibilité, c'est-à-dire l'utilisation de baguettes, de pendules ou même du corps, est un avantage considérable parce que un géobiologue bien entraîné peut parfaitement localiser à 10 cm près une qualité souterraine sans problème. Les qualités souterraines, le site que j'avais consulté il y a quelques années, encore une fois, disait voilà, on vous donne ce qu'on nous a donné. Donc, c'est un site qui est lié à l'alimentation du bon vouloir des personnes qui ont une connaissance. La 5G, c'est ça? C'est la deuxième question? Oui, c'est ça. Pouvez-vous développer la 5G et ce qui nous attend? La 5G, aujourd'hui, on n'en sait rien de ce qui nous attend. Il y a eu pas mal d'échanges sur Internet là-dessus par rapport au Covid. On ne va pas rentrer là-dedans. En fait, honnêtement, je pense que personne ne sait exactement ce à quoi on va être confronté. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, il y a très, très peu de sites qui ont des pylônes expérimentaux de 5G et qu'aujourd'hui, en France, seule la fréquence 2,5 GHz a été mise en œuvre de façon expérimentale.
Donc, on est dans des fréquences telluriques, puisque toi, je vous ai dit que jusqu'à 20 GHz, on était dans des fréquences telluriques. Il peut y avoir un parasitage, mais pour moi, la fréquence de 3,5 aujourd'hui, de 3 giga 5, n'est pas plus toxique que la 2 giga 5 de la 4G ou de 0,18 de la 3G. Je ne vois pas trop de problèmes pour l'instant. En revanche, si vous me dites en 2025, oui, là, je changerai de discours parce que il faut savoir que aujourd'hui, on estime à 1 million, parce que la 5G est faite pour les objets connectés. Hein. C'est pour ça que ça a été fait, la 5G. Bon, on parle du cinéma sur le smartphone, mais ce n'est pas tellement ça. C'est la voiture autonome et surtout tous les objets connectés. Alors aujourd'hui, il est estimé, écoutez bien, à 1 million d'objets connectés par kilomètre carré en milieu urbain. Je vous laisse imaginer ce que ça va donner dans les villes d'ici quelques années. Je ne dirai pas plus par rapport à ça. Alors, comment développer la sensation de ressenti de la biosensibilité? L'exercice. C'est aussi simple que ça, c'est la pratique. Si vous venez à un stage, je vous montrerai comment la méthode qui a été élaborée, qui est la plus simple qui puisse exister aujourd'hui, et en 2 jours, vous serez capable de rechercher un courant d'eau. Je ne dis pas le trouver, parce qu'après c'est l'expérience, bien sûr, mais vous connaîtrez la méthodologie pour trouver un courant d'eau, pour évaluer un lieu, pour retrouver une faille, etc. Ça va très très vite lorsqu'on utilise des baguettes parallèles. Et une fois qu'après vous avez la méthodologie, après vous vous entraînez chez vous de votre côté sans aucun souci. Alors, c'est le travail d'une vie? Non. Non, on peut apprendre. C'est pas le travail d'une vie. Moi, j'ai des élèves que je forme sur une période d'un an. Ils arrivent, ils n'ont aucune connaissance. Des fois, certains sont raides comme des passes lacées et ils n'ont aucune sensibilité. Ils viennent d'un monde très rationnel. Moi-même, je suis d'origine comptable. Je suis comptable à l'origine. Vous voyez qu'il ne faut pas besoin d'une vie pour être sensible. C'est plutôt une démarche, je dirais avant tout, c'est plutôt une démarche cérébrale. Est-ce qu'on a envie de relationner avec le milieu dans lequel on évolue ou est-ce qu'on le rejette, on l'ignore? Je pense que c'est ça, avant tout. Après, si on veut euh, euh, si on veut en tenir compte, la biosensibilité, elle arrive toute seule. C'est plus, dans un premier temps, l'intention et dans un deuxième temps, le travail, c'est la répétition des exercices, comme un sprinter va faire des tas de sprints pour s'entraîner pour arriver aux Olympiques en meilleure forme, comme un pianiste va répéter ses gammes tous les jours, comme un clown va faire son sketch des tas de fois pour monter sur scène et être optimum le jour où il va être sur scène. Non, je n'utilise pas de consultant en Feng Shui pour la simple et bonne raison, c'est un peu prétentieux, mais je pense que la géobiologie se suffit elle-même. Pour cette simple raison, parce que je vous promets qu'on a des outils qui nous viennent de la tradition, qui ont été transmis de bouche à oreille, de génération en génération, et aujourd'hui, par exemple, sur la littérature, vous allez trouver la construction des bâtiments religieux, des bâtiments sacrés. Tout ça, on sait faire aujourd'hui. On a retrouvé toutes les méthodes pour le refaire. Alors, en 36 ans de métier, j'ai jamais construit d'église. Par revanche, j'ai participé à la construction de très nombreuses maisons, d'urbanisation de quartiers, de construction d'immeubles, d'entreprises industrielles. Tout ça, j'ai fait et chaque fois que j'ai pu, chaque fois que le client était d'accord, j'ai mis en œuvre tous ces procédés. Si vous voulez, j'ai récupéré le savoir-faire des anciens, pas que moi, les géologues, la plupart ont récupéré le savoir des anciens et l'ont transposé pour faire une application dans le monde du quotidien. Donc, et puis notre raison, c'est que le feng shui est un élément
contextuel d'un pays oriental. Le Feng Shui n'est pas seul, il n'est pas isolé. Il fait partie d'une religion, il fait partie d'un modèle de pensée. Il a été élaboré dans une zone géographique qui est orientale, qui n'est pas occidentale. Et voilà, l'occidental n'a pas les mêmes références, même en termes de couleurs. Sur les Feng Shui, le blanc c'est la mort et nous, le blanc c'est le mariage et vice-versa. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'utilise que la géobiologie seule. Y a-t-il des réseaux positifs? Je dirais qu'ils sont tous positifs. Il n'y a pas de réseau nocif et de réseau positif. Ça n'existe pas. C'est est-ce qu'ils sont harmonieux ou est-ce qu'ils sont disharmonieux? Si un réseau, si vous voulez, il est présent depuis l'origine de l'humanité. L'humain s'est développé avec les réseaux. Si on est constitué comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'on avait un champ magnétique comme ça, parce qu'on avait une radioactivité comme ça, et entre autres parce qu'on avait également des réseaux comme ça. Le réseau, pour nous, est seulement le reflet d'une anomalie du lieu. Plus le lieu est géopathogène, plus les réseaux sont déstructurés. Et là, donc pour nous, le réseau est plutôt le signe d'un mal-être du lieu, si on peut le considérer comme ça. Pour moi, il n'y a pas de mal-être du lieu parce que le lieu, il est ce qu'il est. Mais plutôt, il est l'indicateur pour le vivant d'avoir des difficultés à vivre sur un lieu. C'est plutôt comme ça. Le réseau est plutôt un indicateur qui va nous dire, à ce lieu-là, vu la déformation des réseaux, il vaut mieux soit l'éviter, soit le rendre harmonieux. Avez-vous des exemples d'interventions sur lesquelles vous avez travaillé, exemple en ville? Je peux pas, j'en ai oui, mais je ne peux pas les dire parce que je suis lié par des contrats avec les promoteurs immobiliers et je ne peux pas donner de nom c'est pas possible. C'est pas possible. Peut-être, excusez-moi Bernard, peut-être sans donner de nom, des exemples, voilà, sans citer ni de lieu ni de nom. J'ai eu par exemple des productions j'ai travaillé qu'avec des industriels qui avaient des démarches bio. Pour l'instant, je n'ai pas travaillé avec des industriels qui avaient des démarches, je dirais, rationnelles. Chaque fois, ils m'ont demandé le meilleur emplacement pour. Ben, c'est comme pour une maison, il n'y a rien qui change. Hein. Le meilleur emplacement pour positionner leur bâtiment, parce qu'ils avaient un souci de leurs opérateurs. Après, on a cherché l'installation des machines-outils ou des chaînes de production. Le meilleur emplacement, on ne met pas une machine-outil ou une chaîne de production sur une faille parce qu'on va avoir un taux de panne supérieur au taux de panne attendu. On va avoir un absentéisme supérieur au taux d'absentéisme attendu. Donc, il est quand même intéressant de bien positionner soit les chaînes de production, soit des opérateurs sur des endroits où ils vont travailler de façon agréable. Que vous dire de plus par rapport à ça? J'ai eu des programmes immobiliers où j'ai proposé des orientations ou des trames de fond chaque fois, oui, il y a des trames de fond qui sont proposées et les architectes ont construit, c'est-à-dire que l'architecte reste maître de son œuvre. Hein. On n'enlève pas la réalisation du bâtiment, mais on donne des éléments sur lesquels l'architecte va s'appuyer et arriver à un résultat plus qualitatif. Mais je suis désolé, voilà, j'en ai, mais j'ai des contrats. Une parcelle des caractéristiques positives peut-elle devenir négative? Oui, oui. Inversement, non. Oui, non. Naturellement, non. Inversement, oui, si on la traite. C'est-à-dire, si on a un dispositif, par exemple, si on implante une pierre bien plantée au bon endroit, oui, on peut modifier tout à fait les caractéristiques du lieu. Après, devenir négative, oui. Si vous avez un client qui fait n'importe quoi sur son terrain, oui, il peut y avoir des problèmes. Oui, tout à fait. Ça dépend de ce qu'il va faire. Imaginez-vous que vous ayez implanté un bâtiment au bon endroit et que vous avez fait preuve pas plus que de bon sens, mais vous êtes allé au bout de votre histoire, vous avez apporté tout ce que vous pouviez apporter, et
vous avez imaginé un bâtiment avec des proportions bien précises, avec des dimensions, etc. Vous êtes vraiment appliqué et votre client ne vous dit rien, va voir notre architecte et votre architecte ne suit pas votre démarche et va faire un agrandissement. Et cet agrandissement ne va pas tenir compte de ce que vous avez imaginé. Et là, oui, vous allez complètement déstructurer le lieu. Et d'un lieu qui va être agréable à vivre, harmonieux, où les gens vont se sentir bien, du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain, le bâtiment va glisser dans un état où petit à petit les gens vont se sentir en mal-être, ça ne va pas être ça, les choses vont se déliter. Oui, ça c'est une des causes qui peut faire virer un lieu, entre guillemets, positif, mais sur lequel il est agréable de vivre, vers un lieu dans lequel il est désagréable de vivre. Si vous faites ce type d'intervention, approche de jeu biologique, dites bien à votre client que ce que vous avez mis en œuvre ça doit être respecté par notre architecte. Imaginez qu'aujourd'hui, vous ayez à intervenir sur un bâtiment religieux. Admettons, le clergé vous appelle pour modifier une église et faire une extension pour une nouvelle sacristie. Si vous n'avez pas reconnu le lieu, en termes de reconnaissance, c'est-à-dire retrouver la trame qui a servi la construction, retrouver les unités de mesure, retrouver le concept, vous allez faire une extension qui elle va être architecturellement réussie, esthétiquement réussie, mais elle va être en disharmonie avec le bâtiment d'origine. Et là, même si c'est beau, si c'est magnifique, tout ce que vous voulez, ça ne va pas fonctionner. À un moment donné, il y aura un problème. C'est pareil pour une maison. C'est strictement la même chose. C'est quoi une zone dynamique pour un jardin d'enfants? C'est une zone sous laquelle il y a une faille ou un courant d'eau. C'est une zone qui va stimuler l'activité d'un enfant. Alors, pourquoi c'est valable pour un enfant? Parce qu'un enfant a besoin de se dépenser. Et on a vu pendant ces 2 mois qui sont passés des enfants qui ont été malheureux dans des appartements où ils avaient à peine la dimension d'une chambre pour bouger. Et quand ils sortent à l'extérieur, ils ne savaient pas comment se dépenser. Mais je vous garantis que si on les a mis sur une zone dynamique, c'est-à-dire la verticale d'une faille, d'un méandre, d'un courant d'eau, je vous garantis que même en 10 minutes, ils seraient rentrés chez eux, ils auraient vidé la totalité de leur excès d'énergie. Et ils auraient plus facilement vécu le confinement parce qu'ils auraient trouvé un moyen d'évacuer leur soupape de sécurité, d'accès d'énergie. Pour l'intervention sur un projet de maison individuelle, quel est le coût du jeu biologue? Ça dépend, il y a pas de, les prix sont libres. Vous pouvez trouver un jeu biologue qui va faire ça comme ça va vous prendre 50, 100 euros, et un jeu biologue qui va vous prendre 2000 euros. Ça se discute parce que de toute façon, avant toute intervention, un jeu biologue professionnel, du moins ceux de la CNG, sont tenus de respecter la réglementation française, c'est-à-dire de vous envoyer un devis chiffré avec les opérations qu'il est prévu de faire sur le terrain. Alors c'est à vous après de voir, de consulter plusieurs jeux biologues et de retenir celui qui vous convient le mieux en termes de prestations et en termes de prix. Parce qu'il ne faut pas regarder que le prix, il faut regarder la prestation. Si vous vendez un truc de 200 balles mais qui ne vous fait rien, je préférerais payer, je ne sais pas, 500 ou 1000 et avoir toute une gamme de prestations complètes et vous pouvez vous retourner vers le client en disant, voilà, j'ai vraiment tout mis de mon côté pour faire un projet qui va vous plaire de façon certaine. C'est à tout architecte? Non, pas du tout. Non, il y a 35 ans, j'étais comptable. Mais la comptabilité ne correspondait pas à mon modèle de pensée, donc j'ai arrêté du jour au lendemain et j'ai fait du géologue, j'ai tout changé du jour au lendemain. Ça n'a pas été très... Alors, en biosensible, comment trouve-t-on les zones cimetières? C'est en biosensible. C'est le même outil que vous utilisez pour trouver l'eau, pour trouver les failles. C'est strictement la même chose. C'est juste la convention. Voilà, la convention qui change, mais il y a convention et convention. Il y a des conventions qui vont embrouiller le mental de l'opérateur et il y a des conventions, au contraire, qui vont le libérer. Si vous voulez, il y a des conventions qui vont créer des biais qui sont susceptibles de créer des biais de perception. Et il y a des conventions qui vont réduire les biais de perception. Je vous rappelle que l'opérateur, lorsqu'il utilise sa biosensibilité,
il reste un être humain. Donc, il a des imperfections. Et si le géobiologue n'apprend pas certains rudiments, il ne peut pas deviner qu'à un moment donné, il n'est pas totalement fiable. Certains géobiologues sont persuadés qu'ils sont 100% fiables. Non, un géobiologue n'est pas 100% fiable. Il a des imperfections, c'est à lui à les connaître et à tout mettre en œuvre de telle façon de réduire, je dirais, les biais de perception au strict minimum. Alors, comment les cimetières, je dis oui, ça avait les mêmes outils. Non, je travaille au forfait. Je travaille à demi-journée. Parce que c'était le taux horaire, c'était ça. Ouais, le taux horaire. Non, parce que le taux horaire, ça pose un problème. Parce que le taux horaire, c'est, on peut imaginer qu'on fasse durer l'intervention pour gagner davantage. Et ça, je ne veux pas qu'il y ait de suspicion entre le client et moi. Donc, c'est un forfait. Le client sait combien ça va coûter. Que j'y passe 4 heures ou 5 heures, ça ne change rien. C'est une demi-journée, point. Comme ça, il n'y a pas de doute en disant, et il parle, c'est pour gagner du temps. Ça, tout ça, j'évite tout ce qui est ambigu. Je ne veux pas d'ambiguïté dans les interventions. J'explique tout ça aux élèves. Il faut que le géobiologue soit clair dans ce qu'il fait. Il faut qu'il y ait une éthique. Donc, le coût de taux horaire, pour moi, est sujet à problème et à confusion. Comment budgéter l'intervention par type de construction? On peut imaginer que diagnostic d'un terrain seul, c'est une demi-journée de travail. Une demi-journée, vous avez un bon boulot, vous avez quelque chose de solide. Si le géobiologue passe 1 heure sur un terrain, voilà, là vous commencez à vous poser des questions. S'il passe 2 heures, c'est moyen. S'il passe 3 heures et 4 heures, vous pouvez imaginer que vous aurez un résultat relativement fiable. Parce qu'il y a tellement d'éléments à vérifier, à contrôler, que c'est strictement impossible, même si vous faites ça au pas de course, c'est strictement impossible de gérer en moins de 2 heures. À moins que le terrain fasse 200 mètres carrés, et encore. La plupart du temps, on nous appelle pour des grands terrains. Après, il y a des clients qui, eux, sélectionnent, je leur demande, lorsque le client ne sait pas, je leur demande de sélectionner 3-4 terrains, et dans l'après-midi, on fait la tournée des terrains et on hiérarchise les terrains. Terrain numéro 1, avantage inconvénient, terrain numéro 2, avantage inconvénient, etc. Et après, c'est le client ou l'architecte qui décide avec le. Comment savoir. Alors, si j'avais un truc qu'il faut oublier. Comment savoir que nous sommes une personne. Mais non, ce n'est pas météosensible, c'est biosensible. Météosensible, excusez-moi, j'ai ramené ça à la géobiologie. Météosensible, c'est très simple. Lorsque il y a absence d'ensoleillement, voilà, vous devenez quelqu'un je dirais, d'irritable ou vous avez moins le sourire facile. Lorsqu'un orage arrive, vous devenez irritable. Voilà, ce sont tous ces changements plus le changement météorologique est rapide et violent dans son intensité, par exemple, sur une variation barométrique très importante avant un orage, on va passer par exemple de 1000 et quelques millibars à 900 millibars en l'espace, je dis allez, de 10 minutes, là je vous garantis que vous êtes météosensible, vous avez pété un câble, c'est intenable, parce que le corps n'est pas capable d'encaisser une telle variation si l'organisme n'est pas en pleine possession de tous ses moyens. C'est ça, la météosensibilité, c'est vite fait. Il suffit d'observer les variations du temps et est-ce que vous réagissez rapidement et de façon significative à ces variations du temps. Du temps météo et pas le temps chrono. Alors, en quoi va consister la formation apprentissage des baguettes, du clair ressenti? Moi, je l'appelle biosensible. Clair ressenti, je vois de quoi vous voulez parler, mais c'est la même chose, biosensible. Oui, vous allez apprendre. D'abord, la formation, elle va être de comprendre quelles sont les bases juridiques sur lesquelles on peut s'appuyer déjà. Il faut déjà comprendre ça. Comment l'humain relationne avec son environnement.
parce que l'humain ne relationne pas uniquement en voyant un mur, en voyant un végétal ou en sentant le jasmin sur la terrasse en plein été. Il y a d'autres éléments de communication avec le monde qui nous entoure. Et donc, on va apprendre tout ça, on va regarder quelles sont les incidences, et après, il est prévu, oui, tout à fait, il est prévu d'apprendre l'utilisation des baguettes parallèles, ce qu'on appelle les roadmasters. Pourquoi les baguettes? Parce que ça va très très vite, contrairement à un pendule où il faut plusieurs années de pratique, contrairement à un de l'échelle où il faut plusieurs années pour être efficace. Les baguettes parallèles, les roadmasters, de la mesure où vous avez compris la méthodologie, ça va très très vite. En quelques mois, vous êtes quelqu'un de... Si ça vous plaît, si vous avez envie de faire ça, si ça vous parle, si vous vous exercez comme je disais tout à l'heure, ça va très 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 vite. Et vous aurez de très bons résultats. Site qui répertoire. Oui, GeoRisque, oui, bien sûr. C'est un très bon site que j'utilise, tout à fait. Très bon site. C'est un des meilleurs, je n'ai pas trouvé mieux. Hein. Mais GeoRisque, c'est ce qu'utilisent les diagnostiqueurs immobiliers, il n'y a pas de secret. Hein. Il est accessible par tout le monde. L'intérêt pour le géobiologue, c'est que, par exemple, le diagnostiqueur immobilier ou le public qui va sur GeoRisque, parce que c'est un site public, nous, en géobiologie, chaque fois qu'on va voir un élément répertorié sur GeoRisque, de suite, on va lui coller la relation avec le vivant. C'est-à-dire, on va voir ça, il y a ça, voilà l'impact sur le vivant. Puisque c'est notre job. Notre job, c'est de suite de relationner entre un phénomène et l'impact sur le vivant. Donc, c'est un avantage pour nous, il y a un gain de temps parce que ça nous permet de préparer les dossiers, mais il faut faire attention parce que ça peut être un biais de perception énorme. Parce que si vous considérez que GeoRisque vous donne toutes les informations et que vous pensez que vous avez tout, vous allez trouver en biosensible ce que vous avez prédéfini sur GeoRisque. Donc attention de ne pas arriver, surtout pas sûr de soi. Sinon, vous êtes, encore une fois, vous allez vous-même créer vos propres projections, vos propres fantasmes sur le lieu et vous ne trouverez que ça, rien d'autre. La fréquence 5G est-elle en incompatibilité avec la fréquence de l'eau dans notre corps? Non, pour l'instant, je ne pense pas, non. Non, non, il faudrait que ça soit... non, non, parce que c'est 3,5, c'est ça, non, pas encore, non. Non. Je pense que ça va. Là où il y aura des problèmes, c'est quand on va, je pense, à partir de 2025, et on commence à mettre ça va se rapprocher, ça va aller au-delà des 20 gigas, voire les 30 gigahertz, voire les 64 gigas. Et là, je pense que je reverrai mon discours. Mais pour l'instant, je suis pas, voilà, j'ai pas de crainte par rapport à ça, pas aujourd'hui. J'aurais une crainte quand tous les pylônes seront positionnés parce qu'on sait que la 5G, plus ça monte en puissance en termes de fréquence, moins ça porte loin. Donc il faudra démultiplier les pylônes de façon considérable. Est-ce que le réchauffement climatique peut modifier les réseaux dynamiques? Aucune idée. Aucune idée. Je ne vois pas pourquoi. Honnêtement, je n'ai aucune idée, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je teste le réchauffement climatique, il va passer, par exemple, au sud de la France, il va passer par exemple, de 24 degrés à 30 degrés. Ce n'est pas parce qu'il fait 30 degrés que le réseau va bouger. Ce n'est pas la température qui fait bouger le réseau. Aujourd'hui, on connaît les variables qui font bouger le réseau, mais ça n'a jamais été la température. Donc, et puis le réseau, on peut le trouver dans les pays chauds. On retrouve les réseaux en Espagne où la température dépasse allègrement les 40 degrés. Une température qui risque d'arriver ici au sud de la France. Et on trouve pourtant les réseaux en Espagne, en Italie, au Maroc, en Algérie. Il n'y a aucun souci, les réseaux, ils y sont. Non, donc, je reviens sur ce que je dis que je ne savais pas. Je dis non, ça ne modifiera rien. Nous avons une faille géologique de la 10e dimension qui traverse. Alors, je ne sais pas ce que c'est que la 10e dimension. Qui traverse la diagonale de notre parcelle, relevée par un ami formé en biosensibilité. Quel impact aura-t-elle? Nous serons obligés d'implanter la piscine sur cette faille? Non. Implanter une piscine sur une faille, pour moi, ce n'est pas un problème, si ce n'est un risque de fissure de la piscine.
parce que la faille, elle émet des rayonnements neutroniques qui, à la longue, peuvent fissurer même le béton. Sauf si c'est une piscine en résine, c'est un bac complet, si vous voulez, un monobloc. Là, il n'y a rien. Ben, ce qu'il y a, c'est que sur la piscine, vous serez un peu plus dynamique lorsque vous allez nager que s'il n'y avait pas de faille dessous. C'est pas, pour moi, une faille sous une aire de jeu n'est pas un problème. Une faille sous un lit, oui, est un problème. Ouais. Ça, c'est question d'occupation de l'espace. C'est ça qui prime. Je vais occuper cet espace-là, qu'est-ce qu'il y a dessous? Ah, c'est ça. Il ne faut pas partir à l'envers. Non, je n'utilise pas l'antenne léchère. L'antenne léchère, je ne l'utilise pas. Pour moi, c'est contrairement. Alors, je sais que je vais créer une polémique, mais bon, je connais très bien celui qui fait les formations d'antenne léchère. C'est un ami, mais pour moi, l'antenne léchère n'a pas toutes les propriétés qu'on lui attribue. Et on n'a pas plus d'informations en intellect cher qu'avec des Roadmaster, une baguette parallèle ou un pendule ou une perception biosensible simplement à la main. C'est juste une convention mentale. Et tous ces outils-là, on appelle ça les outils féministes, tous ces outils biosensibles ne sont que des supports qui expriment ce que le corps exprime seul. L'outil, il est là pour amplifier un phénomène. Il n'a pas d'autre faculté que d'exprimer ce que le corps exprime, je dirais, à son intérieur, dans son intérieur, et l'outil biosensible, lui, va externaliser la sensibilité, la biosensibilité, et va permettre de communiquer avec le client. C'est un outil pédagogique. Le client, il visualise le ressenti de l'opérateur. C'est ça, l'outil sert à ça. L'outil, je ne peux pas développer pourquoi, c'est trop long. Peut-être en formation, si on a 5 minutes, ceux qui viennent, je vous expliquerai tout ça, je développerai, mais là, on ne peut pas. Pouvez-vous nous donner l'ordre d'idée des honoraires qu'un géologue, type émission, qui peut lui être confié? Tout. Alors, les honoraires, tout à l'heure, comme je l'ai dit, ça peut varier. Si c'est les miens, c'est 500 € la demi-journée. Si c'est les miens que vous voulez savoir. La demi-journée, sans rapport écrit. C'est-à-dire, c'est un rendu verbal. Par contre, je prends le temps de dire ce que je fais. Si c'est un rapport écrit, après, il y a le prix du rapport qui est fonction de l'importance. Le rapport d'une maison, ce n'est pas le même rapport qu'un quartier pour un promoteur immobilier. On est d'accord. Hein. Type de mission, tout type de mission. Tous. Dans la mesure où l'humain existe dans la finalité, on peut intervenir à tout niveau, que ce soit en amont ou même tout fini. Il n'y a pas de mission qui nous sont interdites. Si vous voulez, si vous regardez aujourd'hui les professions, le plâtrier doit passer avant je sais pas, avant ou après le plombier doit passer avant le plâtrier, le carreleur va passer après le plombier, etc. Il y a une chronologie dans l'intervention. Le géomètre passe avant l'architecte. Cette chronologie, elle existe pour toutes ces professions. Mais là, non, pour nous, on n'existe pas. On est nulle part, on est partout à la fois, on est nulle part. On peut intervenir à tout niveau, que pour des missions complètes, que des missions partielles, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ça nous arrive de faire des missions que sous les champs électromagnétiques. On arrive sur un lieu, on déploie notre matériel, on fait de la mesure physique, on fait de la métrologie clairement, et on donne des résultats. Et comme il y a des fois, les clients nous disent moi, je ne veux pas faire de la mesure, les champs métriques, je m'en moque complètement. Ce que je veux, c'est savoir où passe l'eau, où passe la faille, etc. Donc, la mission, elle peut être globale, soit décomposée. Ça, c'est au choix du client. Bonsoir, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous ne pouvez pas parler de projet. Parce que j'ai un contrat, je ne peux pas les nommer. Et après, qu'est-ce que je vous dis sur le projet? C'est pourtant une démarche positive de la part de maître d'ouvrage. Oui, mais je peux pas dire. Qu'est-ce que je vous dise? Que j'ai implanté un bâtiment en tenant compte de la géologie du sous-sol, que j'ai implanté un bâtiment en tenant compte du nord du lieu. Honnêtement, si je savais quoi vous dire, je vous le dirais sans rompre mes contrats. Honnêtement, je ne fais pas de rétention, j'ai aucune rétention. C'est pas mon truc. Je ne fonctionne pas comme ça. Si je ne vous dis pas, c'est que je ne peux pas. C'est tout. Pas parce que je ne peux pas moi, c'est parce que j'ai signé des contrats. C'est tout ça. Les formes d'une maison, oui.
Ah oui, 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 oui. Les formes universelles, ça n'existe pas. Hein. Vous ne pouvez pas implanter une maison d'un format dans tous les espaces du monde, c'est pas possible. Nécessairement, la forme de la maison est liée au lieu. Ça c'est incontournable. Les proportions, tout. Vous parlez de forme, je rajouterai dimension, proportion et orientation. Oui, oui, bien sûr. Pour un architecte, si vous voulez sortir de l'architecture classique, si vous voulez faire un pas au-delà de l'architecture classique, oui. De toute façon, je travaille, ça fait 36 ans que j'exerce. J'ai travaillé avec des architectes, maintenant avec des promoteurs, parce qu'ils se rendent compte que s'ils veulent sortir de l'architecture classique, il n'y a, a pas trop le choix. Aujourd'hui, quand je lis les dossiers donnés par les architectes, les textes sont pratiquement tous les mêmes. Tous les dossiers rendus par l'architecte, c'est le respect de ci, le respect de là. On est sur des raisons, des clauses environnementales. Tous les archis sont pratiquement tous au même niveau de rendu de dossier. Et l'intérêt de la géobiologie, c'est qu'on peut permettre aux architectes d'aller au-delà de ce rendu qui aujourd'hui, il y a quelques années, ceux qui parlaient d'environnement et d'écologie, ils sortaient du lot. Aujourd'hui, même les architectes les plus standards font de l'environnement, font de l'écologie. Donc, si vous voulez avoir un pas en dehors, vous n'avez pas trop le choix que de passer sur la géologie. Immeuble 198, 5G passe dans la rue, conséquences à court moyen terme. Ben, tout dépend d'où se trouve. La 5G passe dans la rue. C'est la distance par rapport au pylône. Il y a plusieurs paramètres. C'est la distance du pylône, déjà, et vous vous trouvez où par rapport au pylône. C'est-à-dire, c'est la distance et le positionnement par rapport au pylône. C'est surtout ça qui compte. C'est la 5G. Et après, aussi, ce qui va compter, c'est l'orientation de l'antenne qui diffuse la 5G. Les menhirs, ceux que vous implantez sont petits. Ils sont petits, oui, bah, ça dépend. J'en ai posé qui faisaient jusqu'à 500 kilos. Ce n'est pas si petit que ça. Bon, c'est sûr que ce n'est pas des menhirs de plusieurs tonnes. Quoique j'ai des confrères qui en ont posé dans des régions où le menhir est encore une tradition. Il y a des régions où des agriculteurs acceptent de poser des menhirs de 5 tonnes ou plusieurs tonnes, parce que d'abord, ils ont des engins de levage, déjà, parce qu'un agriculteur a ce type d'outils. Après, pour un particulier, au-delà de quelques centaines de kilos, on se fait aider par les voisins, on y arrive, mais au-delà de la tonne, ce n'est pas la peine d'y penser. Même au-delà de 500 kilos, ça devient compliqué de trouver le monde pour le bouger. Après, pourquoi ils étaient très grands? C'est parce qu'ils ne traitaient pas le jardin du lieu, ils traitaient des zones, ils traitaient le territoire de la tribu. C'est ça pourquoi ils utilisaient, pourquoi c'était très gros, parce qu'ils voulaient, oui, il y avait un traitement d'un espace relativement grand, ils traitaient toute une vallée, toute une plaine, voilà, c'est ça, c'est la densité et la grosseur de l'objet, de la pierre, est liée à sa puissance d'action. Comment êtes-vous devenu géologue? Qu'est-ce qui vous a amené ce que je suis? C'est mon état d'être. Je n'ai pas fait de choix. Je suis devenu géologue par nature. Voilà, je n'ai pas réfléchi, je vais faire ça. Ma vie m'a amené à rencontrer cette profession-là et à m'y trouver très bien, à évoluer et après à la partager maintenant au travers de formations. Dans mes formations, je ne fais aucune rétention. Je donne grosso modo 90-95% de ce que je sais. Je dois toujours un petit peu d'avance parce que j'ai des travaux de recherche en cours. Mais les élèves qui viennent à mes cours, ils en savent presque autant que moi en sortant. Quels sont les remèdes que vous prenez quand vous relevez une zone négative? Ben, j'ai toute une série de dispositifs et je n'ai pas qu'un dispositif. Je ne passe pas par un seul dispositif. Parce que quand on a un seul dispositif à disposition, c'est un peu comme un entonnoir, c'est-à-dire que vous allez vouloir résoudre toutes les problématiques rencontrées avec un seul remède, entre guillemets. C'est comme si vous prenez un aspirine pour résoudre toutes les maladies de France et de Navarre.
Donc, l'idée, c'est d'avoir tout un panel de dispositifs et en fonction du lieu, je vais plutôt préconiser ça qu'autre chose, etc. Mais étant entendu que le dispositif, pour moi, est le résultat d'une impossibilité de mettre en œuvre une non-exposition. D'abord, je passe par la non-exposition, avant tout. Là, si je mets un dispositif, c'est parce que le client n'accepte pas la non-exposition ou techniquement, on ne peut pas le faire. Tout le monde est météosensible, à moins. Non, pas nécessairement. Je connais des personnes qui ne sont pas météosensibles. Ça ne leur pose pas de problème que de vivre dans un environnement obscur, sans soleil. Vous savez, les Suédois et les pays nordiques, il n'y a que 5% de la population qui est météosensible, hein, parce qu'il manque de soleil en hiver. 95% de la population voilà, n'a pas de problème par rapport à ça. Hein. Y a-t-il plusieurs niveaux de votre formation? C'est pas mis à niveau, ce sont des cursus. J'aime pas j'aime pas le mot niveau parce que j'aime pas tout ce qui est hiérarchie. Donc, c'est pas un niveau, c'est que on propose des modules avec ILO formation et puis voilà, ceux qui veulent faire cela en font, ceux qui veulent aller plus loin vont plus loin. C'est comme ça dans ma tête que ça fonctionne. Oui, si je peux me permettre d'intervenir par rapport à ça. Effectivement, là, on travaille avec Bernard pour vous proposer des modules de formation, peut-être 2 modules à redéfinir. Mais ce sera des formations courtes, hein, qui n'ont Oui, pas c'est des modules vocation, de jours. voilà, que de découverte, de sensibilisation, d'initiation, on va dire. Maintenant, c'est vrai que par ailleurs, il existe des formations beaucoup plus longues qui sont proposées notamment dans le cadre d'Argema, c'est ça? Oui, c'est Argema, oui. Voilà, sur lesquels on communiquera sans problème. Ça fait partie des informations qu'on vous donnera pour ceux qui sont intéressés. Mais nous, dans un premier temps, on va se contenter vraiment de proposer des modules plus d'initiation et pour ceux qui désirent aller plus loin, de les orienter plutôt vers cet organisme de formation qui a vraiment la vocation de former peut-être de futurs géobiologues, ce qui n'est pas la vocation de l'ILO à ce jour. Voilà. Ok. Alors, demi-journée 500 € TTC, oui, c'est 500 € TTC, oui. Hors frais kilométriques. Quel est alors, quel ordre d'idée pour vos honoraires que vous avez donné? Je n'ai pas entendu. 500 € TTC la demi-journée. Est-ce que tous les architectes sont sensibles au service? Non. Non. Certains le sont, mais il y a encore beaucoup d'architectes qui ne sont pas sensibles. À quoi sert amener sur un terrain? À rendre le lieu harmonieux. À rendre le lieu harmonieux, à rendre un lieu paisible. Parce que la pierre plantée, ce qu'on appelle le menhir, a la propriété de rendre un lieu agréable à vivre. Il va l'adoucir, il va l'apaiser. Ça sert à ça. Mais quelqu'un qui a un lieu apaisé, c'est quelqu'un qui vit sereinement. Et s'il vit sereinement, il a peu de chances de tomber malade, parce que dans sa tête, il est bien. Pourriez-vous, la dernière question apparemment, pourriez-vous nous parler des menhirs? Les menhirs, ce sont des pierres plantées qui avaient été mises en place par les sociétés anciennes. Ils avaient compris que la pierre, lorsqu'elle était en place, lorsqu'elle était bien positionnée au bon endroit, bien orientée au bas, elle avait la propriété d'adoucir des lieux. Alors, comment ils sont arrivés à trouver ça? Je n'en sais strictement rien. N'empêche que le résultat est là et aujourd'hui, on confirme ce genre de choses. Souvent, les menhirs étaient posés dans des lieux particuliers où alors, il peut y avoir plusieurs menhirs, et là je fais une généralité, mais peut y avoir, je ne parle pas des sociétés anciennes, je parle de ce qu'on sait aujourd'hui, qu'on a retrouvé.
on peut avoir des menhirs à visée thérapeutique, parce que les anciens, ils n'avaient pas des médecins comme nous, donc il fallait bien qu'ils trouvent le soin quelque part. Ils se sont rendus compte que la pierre pouvait être un outil de soin. Un menhir peut être à visée, je dirais, initiatique. Il y a des menhirs donc, que les anciens utilisaient pour faire les fameux passes qu'on trouve dans les sociétés euh, matriarcales ou patriarcales, les fameux passages de des 7 ans, 14 ans, 20, et 21 ans, etc., les mariages, l'adolescence, etc. Donc, les pierres pouvaient servir à ça. Et après, il pouvait y avoir des pierres, des menhirs qui pouvaient servir de délimitation à des zones tribales. Et il pouvait y avoir des menhirs comme ça qui pouvaient également servir à adoucir un lieu. Nous, ce qu'on a retenu ici en application pratique, ce sont les pierres dressées, les pierres levées qui permettent de rendre un lieu agréable à vivre. Non, oui, l'intention. L'intention, ben oui, pas d'intention. L'intention, c'est le fond, c'est la base. Comme je dis à chaque fois, parce qu'une fois j'ai eu une réunion avec un groupe promoteur immobilier, il y avait des architectes, des géomètres, des urbanistes, des zones de l'art, quoi, et qui étaient là. Et puis un jour, on m'a dit, ouais, mais bon, vous êtes gentil, l'intention, tout ça. Je lui ai répondu tout simplement, je lui ai dit, quand vous rentrez chez vous le soir, vous embrassez votre femme, quelle intention vous mettez dans le baiser que vous lui faites? Est-ce que vous pensez au repas que vous allez manger à midi ou le film que vous allez regarder ce soir à la télévision, ou est-ce que vous pensez que vous embrassez votre femme avec amour? L'intention, elle est là. Hein. C'est l'intention qui va enrichir votre vie ou la détruire. Donc, bien sûr que j'utilise l'intention. L'intention, c'est un des fondements de la vie humaine. Hein. Ce qui peut-être que certainement nous différencie de l'animal ou du végétal, quoi qu'on ne peut pas prouver qu'ils n'ont pas d'intention non plus. Ouais, pourquoi pas. Pierre de Meulemoulin, pourquoi pas. Pourquoi pas. À condition, normalement, ça va être doux, parce que le Meulemoulin, je pense que ça va être, je pense pas que ce soit en granit, je ne sais pas en quoi elle est, votre pierre. Hein. Mais pourquoi pas? C'est pas parce qu'elle est ronde qu'elle. Moi, si vous avez le bon endroit, que vous l'avez bien orienté, je dis oui. Tout à fait. Un menhir, c'est pas nécessairement une pierre pointue. C'est une pierre. Voilà. Comment convaincre le client de faire appel à un géologue avant de commencer un projet? Il faut le sensibiliser sur son bien-être, pas son confort, son bien-être. Il faut lui demander, pas lui demander, mais voir, essayer de lui faire dire s'il a déjà un problème de santé ou voilà, s'il a déjà un parcours médical. Et s'il a un parcours médical, ça vaut le coup de lui proposer une intervention de géobiologie, parce que si il a un problème, un parcours médical déjà chaotique ou très chargé, si vous posez une maison sur une faille en courant d'eau, je ne sais quoi encore, discontinuité géologique, le pauvre personnage, il va être mal, quoi, hein, parce que là, vous allez favoriser son. Ça c'est du curatif. Après. Après, vous allez voir dans le discours du client, est-ce que c'est quelqu'un qui est proche si c'est un client humaniste ou pas. S'il est proche de l'humain, je pense qu'il sera intéressé. Si c'est quelqu'un qui s'intéresse qu'au business, quoique. J'ai eu un client qui était un industriel qui faisait du business, dans le bio, mais du business, et il a voulu une façon de géobiologie. Est-ce que c'était pour se conformer à quelque chose? Je ne sais pas. Mais bon, il l'a fait. Oui, des ouvrages à nous conseiller. Ben, tous. Les ouvrages à conseiller, c'est tous. Parce que tous, le plus possible, parce que un va vous dire ça, l'autre il va vous dire autre chose, l'autre il va vous dire autre chose, l'autre il va dire encore autre chose. Et en fait, chacun va vous raconter son histoire. Donc, si vous voulez un film complet, il faut voir toutes les bandes annonces de chacun pour faire un film complet. Il n'y a pas aucun bouquin ne vous parlera de tout. Et la plupart du temps, dans les bouquins, on vous parle de ce qu'on sait faire. On oublie ce qu'on ne sait pas faire. C'est normal, on ne peut pas parler parce qu'on ne sait pas le faire. Et on ne peut pas parler non plus de ce qu'on ne sait pas. Donc,
pour moi, je peux dire que j'ai lu tous les bouquins de géobiologie, sans prétention, en 36 ans. Je n'ai trouvé aucun de parfait, aucun de complet. Ils sont tous incomplets. La preuve en est, c'est ils font chaque année des rééditions avec des compléments. Donc, c'est que le bouquin de base, il n'était pas complet. Quel type de pierre, le menhir? Bah, l'idéal, c'est du granit. C'est le granit. Après, on peut faire du calcaire, et c'est le genre de pudding, mais c'est le granit. Est-ce que la nature de la pierre a une importance? Oui. Oui, ça a une importance. Utilisez-vous uniquement les pierres ou utilisez-vous aussi l'intention? Non, ça ne tient pas les points d'information. Ça ne tient pas. Un point d'information n'a pas de. On parle dans le. Comment je peux dire ça? On part dans des domaines. Non, l'intention ne peut pas tenir. Je vous donne un exemple très simple. Pourquoi croyez-vous que les religions font plusieurs messes par jour et plusieurs prières par jour, quelles que soient les religions? Si l'intention tenait, on ferait une messe par jour, puis c'est tout, et encore une messe par semaine. Si toutes les religions font plusieurs rituels religieux par jour, c'est parce que l'intention ne tient pas. Donc, c'est la répétition des rituels religieux qui permet d'entretenir un niveau d'intention élevé. Quand vous travaillez sur un projet, les diagnostics, les recommandations mises en œuvre, faites-vous un suivi après la construction pour avoir. Si on me le demande, si on ne me le demande pas, je ne fais pas. C'est une prestation. Ça ne fait pas partie de la prestation de base. Est-ce que le menhir serait aussi par rapport aux astres? Oui, ça dépend. Ça dépend pourquoi vous posez le menhir. Vous pouvez faire des relations. On appelle ça des mises en tension dans le jargon. Vous pouvez faire des mises en tension avec la mécanique céleste. Oui, tout à fait. Oui. Après, mystique, je ne sais pas, quand Lévi-Strauss a écrit son fameux ouvrage, donc La pensée magique, on ne l'a pas traité de mystique parce qu'il traitait de pensée magique dans ses ouvrages quand il a rendu compte de son séjour avec des indigènes. Hein. Pour l'intention intellectuelle, le point d'information, c'est pas une intention intellectuelle. Ouais, bon, je joue sur les mots. C'est pas l'intention intellectuelle, c'est une intention qui est plus dans l'amour lorsqu'on pose la chose. Oui, bien sûr, c'est une intention, elle est mentale, bien sûr. Mais le mot intellectuel, c'est pas comme ça que je l'exprimerai. Les points d'information à la place de la pierre. Les points d'information sont à la place de la pierre. Les points d'information, pour moi, je me répète, un point d'information n'a pas de sens. Si ça avait du sens, je vous garantis que les anciens ne seraient pas cassés la tête à trimballer des pierres de plusieurs tonnes sur des dizaines de kilomètres. Ils auraient fait les points d'information. Si les anciens se sont pris la tête à trimballer des pierres de plusieurs tonnes, à les positionner à un endroit bien précis, pourquoi une pierre de plusieurs tonnes? Pourquoi pas un poteau en bois et pourquoi pas une intention? C'est parce qu'ils avaient bien compris que l'intention ne tenait pas dans le temps. L'intention en géobiologie, c'est ça peut être de l'amour, ça peut être de la compassion, ça peut être de la j'ai oublié l'autre qualificatif, tous ces termes humanistes. Voilà, là, j'ai un trou de mémoire, mais c'est tous ces termes-là. C'est de faire au mieux pour aider son prochain et d'être vraiment, de ne pas faire quelque chose pour facturer, pour faire une facture. Voilà, c'est ça. L'intention, c'est tout sur ça. La facture, ça vient après, mais c'est pas la finalité du projet. Le granit n'est pas radioactif. Oui, si, il est, mais c'est la composition du granit qui va être plus ou moins radioactif. Il y a des granites qui sont très radioactifs, d'autres qui ne sont quasiment pas. Et puis même planter une pierre, même si c'est radioactive, on ne dort pas dessus. C'est pas un problème. Gratuite. Ah, merci, gratitude, merci. Les vibrations de la Terre évoluent par rapport aux anciens des millénaires et des siècles précédents. Tout va beaucoup plus vite. Oui, ça va très vite, oui. Les points d'information utilisés dans ma maison tiennent encore depuis 3 ans. Mais si le point, un point bien défini, s'il est bien traité, entre guillemets, j'aime pas le mot traité, mais s'il est bien utilisé plutôt que traité, c'est stable. Quand on plante une pierre levée qu'on appelle le menhir dans un quartier
ou dans un parc pour harmoniser un château ou autre, pour rendre un lieu harmonieux, c'est stable. Si le point est bon, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous n'avez pas de souci d'instabilité ou quoi que ce soit. Mais en revanche, il faut connaître la méthode pour le faire. Ça, c'est clair. Si c'est un point trouvé avec le mental, votre point est instable. Il ne tiendra pas. À un moment, il va lâcher. Il peut tenir tant que les conditions sont identiques, les conditions environnementales sont identiques, il va tenir. Mais si un voisin modifie les conditions, votre point il va lâcher. Ça, je vous le garantis. Un jour ou l'autre, ça va sauter. C'est la première fois que j'entends parler de l'importance de l'intention dans une science. Il y a d'autres sciences où l'intention a de l'importance ou un rôle. Bon, alors, je ne sais pas si la géologie est une science. je préférerais un art. Voilà. C'est un art qui va utiliser des éléments de science sur lesquels il va s'appuyer pour exercer. Mais c'est plutôt un art. On est plutôt des créateurs de lieux plutôt que c'est pas de la science. On utilise la science quand on fait de la métrologie, on fait une mesure on fait une mesure de champ électromagnétique, on fait de la science, on fait de la métrologie. On mesure la radioactivité, on fait de la science. On mesure le champ magnétique terrestre, on fait de la science. On mesure le radon, ce sont des mesures scientifiques. Mais la géologie en elle-même, je voudrais pas que ça soit une science. Je voudrais que ça reste libre et qu'on puisse créer, rester toujours dans la notion d'art. Un art qui s'appuie sur la science, oui, ça me plaît. Mais l'intention, ouais, c'est important. Alors, apparemment, j'ai répondu à toutes les questions. Oui, apparemment. On a eu quand même 60 questions, donc c'est pas mal. Ah, une dernière question, je vois, de Alors, Roseline. mais la pierre de menhir peut aussi se décaler, ne plus avoir son effet d'origine. Non. Non, si elle est bien posée, elle ne bougera pas. Vous savez, les menhirs qui ont été posés il y a 5000 ans ou 10 000 ans, ben, s'ils n'ont pas été bougés, ils fonctionnent encore. Hein. Ils fonctionnent, ils sont toujours opératifs. Hein. Le tout, c'est de savoir les poser au bon endroit et de connaître la façon de choisir, de trouver l'endroit. Poser sur un croisement de réseau, son axe, non, non. C'est le réseau, c'est pas, le réseau n'influence pas la pierre levée. C'est la pierre levée qui influence le réseau. C'est pas pareil, il faut pas mélanger les choses. Le réseau, ce n'est que le résultat d'une activité d'un lieu, rien d'autre. Le réseau, c'est par certains géobiologues, c'est considéré comme prioritaire dans la démarche. Ce n'est pas du tout une priorité. Le réseau n'est que le résultat de l'expression du lieu. Il n'est pas autre chose. Ce n'est pas... Je parle de pierres posées dans les équilibres des maisons où on a constaté que la pierre ne faisait plus l'effet. Normalement, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Une pierre bien posée, elle est stable. Je maintiens ce que je dis et je confirme. Si elle ne tient pas, c'est qu'elle n'est pas posée au bon endroit. Qu'entendez-vous par point d'information? Ce n'est pas moi qui parle de point d'information. Moi, je parlerai de ce qu'on appelle de point d'ancrage ou point d'émergence. Ce n'est pas pareil. Hein. Point d'information, je ne sais pas ce que c'est. Le point d'ancrage, le point d'ancrage ou point d'émergence, le point d'ancrage, c'est quand vous voulez vous relier au lieu, et le point d'émergence, c'est quand vous voulez récupérer les informations du lieu pour traiter le lieu. À la Réunion, par quel type de pierre puis-je remplacer le granit? Ce que vous voulez. C'est la pierre c'est la pierre qui correspond au lieu. Il ne faut pas importer du granit d'ailleurs pour traiter la Réunion. Hein. Vous prenez une belle pierre qui n'a pas été travaillée par la main de l'homme, par la main humaine, ni par la machine, une belle pierre oblongue, la plus longue possible. Et puis voilà, ça fera parfaitement l'affaire. Elle va rentrer en résonance avec le lieu, c'est parfait. Oui, c'est cela. Oui, c'est gentil. Merci à vous. Très bien.
Il est 8h moins le quart, ça fait 1 heure que vous répondez aux questions, donc on voit que ça suscite énormément d'interrogations. Merci beaucoup pour cet exposé. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Je vois des commentaires, merci beaucoup. Très intéressant à creuser sans jeu de mots. Bonne soirée encore, merci. Merci beaucoup, très intéressant. Bonne soirée, merci. Voilà, donc sachez que nous allons prochainement proposer de la formation, hein, comme vous l'a dit Bernard. Et bien entendu, toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire seront informées directement par ces formations, puisqu'on suppose que peut-être ça vous intéresse plus que d'autres personnes. Donc, vous serez bien entendu informé. Une formation structurée, absolument. Il s'agira de formation structurée. Et sachez que la géobiologie fait partie des thèmes considérés comme prioritaires par le FIFPL. Donc, vous avez droit à une prise en charge de la part du FIFPL qui est équivalente à 2 jours par an de formation sur la géobiologie. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les personnes qui s'intéressent à ce sujet. On a eu cette surprise, on ne s'y attendait pas du tout, puisque par ailleurs, on a d'autres sujets comme la gestion des eaux pluviales, par exemple, qui ne sont pas considérés comme des thèmes prioritaires par le FIFPL. Voilà, donc sachez-le. Mais vous serez informés, ne vous inquiétez pas. Ah oui, par la suite, et suis en Guyane, donc merci de continuer la formation à distance. Oui, bien sûr, on va essayer de poursuivre. Et d'ailleurs, j'ai eu un échange avec Bernard à ce sujet. C'est ce que je lui ai dit, que nous avions des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer et que peut-être on essayerait de poursuivre, en tout cas de proposer aussi cette formation à distance. Donc, il faut qu'on réfléchisse, surtout Bernard, à la manière dont cela peut être fait, puisqu'il a l'habitude de faire quand même des exercices pratiques. Et donc, à distance, bien entendu, c'est faisable, tout est faisable. Il faut juste qu'on réfléchisse bien aux outils qu'on va pouvoir mettre en place pour que ce soit possible. Mais on l'envisage, tout à fait. Voilà. Pourra-t-elle se faire à La Réunion? Alors oui, Alain, tout à fait. Si Bernard est prêt à voyager, Ah ouais, la Réunion, euh, ça va être un beau pays. voilà, on a déjà délocalisé de la formation à La Réunion, à la Guyane aussi d'ailleurs. Sachez-le, on peut tout à fait délocaliser cette formation-là à la Guyane comme à La Réunion. Bon, pour que ce soit possible, bien entendu, idéalement, il faudrait que nous puissions avoir au moins 2 groupes pour que ce soit suffisamment rentable pour nous, puisque ça génère des frais très importants, mais c'est absolument envisageable. Donc, si vous arrivez à mobiliser vos confrères et consoeurs sur vos territoires, n'hésitez pas. En tout cas, on pourra le communiquer, hein. On peut tout à fait tenter une programmation. On voit ce que ça donne et si on voit que ça intéresse un nombre suffisant, et bien dans ce cas-là, on le mettra en place. Délocalisé au Pays Basque, combien de participants? Au Pays Basque, idéalement, il faudrait qu'on ait une dizaine de participants. Ce serait l'idéal. Voilà. Donc, c'est tout à fait jouable, je pense. Peut-être qu'on peut descendre à 8, il faut voir. Il faudra voir par rapport aux frais que ça va générer, mais une dizaine de personnes, ce serait bien. Donc, n'hésitez pas. Hein, de toute façon, vous serez informés de cette formation qui va avoir lieu. On va travailler là sur le programme et puis, une fois que ce programme sera validé, on fera une communication dessus. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous et à nous demander si on peut délocaliser sur votre territoire. Il n'y a pas de souci.
Oui, des séances pratiques sur le terrain, Bernard, je pense que c'est ce que vous faites habituellement. Oui, oui. Voilà, C'est prévu dans le stage d'ILO, c'est prévu de faire des manips voilà, sur site, oui. tout à fait. Oui. Voilà, bon, et bien écoutez, merci pour cette participation. Vous avez été extrêmement nombreux et visiblement, c'était aussi pour nous un moyen de tester le sujet pour voir si ça valait la peine d'aller plus loin en proposant de la formation. Bon, là, on est totalement convaincus. Donc, donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous et pour nous aussi. Très bien. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Et puis, Bernard, merci beaucoup pour cette Avec plaisir. intervention. Et donc, je vous laisse revenir vers moi par rapport au programme. Oui, on Voilà, reprend contact. comme on l'avait vu. Merci beaucoup. Merci. Bonne À très soirée. bientôt. Au revoir. Au revoir.